Bonsoir à tous. Bienvenue, donc il s'agit d'une réunion organisée par le collectif Avec la Révolution syrienne. Là, on est dans un contexte particulier, toujours très difficile. On a invité Ziad Majed, qui est politologue à l'Université américaine de Paris, et Charles Meillot, qui est journaliste syrien, aussi indépendant. Donc, comment ça va s'organiser? Ziad va faire d'abord une première analyse de la situation. Ensuite, on va passer à une petite séquence de petites interviews de Syriens qui étaient dans le conseil local à Alep. Et puis ensuite, on donnera la parole à Chiar. Et puis ensuite, on aura tout à loisir de faire des échanges. Donc du coup, on commence par Ziad Majed. Merci Laure. Bonsoir, et je suis ravi et honoré d'être parmi vous. Ce que j'ai essayé de faire en un premier temps, c'est de parler aujourd'hui, 6 ans après le début de la révolution syrienne et sa transformation en un conflit armé, de parler de 6 étapes ou bien de 6 phases que cette révolution a connues depuis mars 2011. Et puis, dans un deuxième temps, de parler de la situation actuelle, quels sont aujourd'hui les rapports de force, la fragmentation du territoire syrien et ce qui se passe à Genève au niveau des négociations commencées aujourd'hui. Donc, il est possible, 6 ans presque après le début de la révolution syrienne, mars 2011, de parler de 6 étés, avec à chaque fois un changement dans la donne, dans la configuration du conflit, et donc dans la situation en général. La révolution, comme vous le savez tous, je ne vais pas rentrer dans des détails qui appartiennent au passé maintenant, a eu une phase de mobilisation populaire pacifique entre mars 2011 et août 2011. Donc pendant 6 mois, c'était des manifestations, une grande mobilisation populaire dans des banlieues des grandes villes, mais également dans des petites villes, et dans les zones rurales marginalisées et appauvries depuis les changements économiques en 2000 sous Bachar el-Assad. Donc c'était la première phase, et l'été, dans ce sens-là, le premier été, 2011, était un tournant. Et à partir de septembre 2011, la militarisation a commencé à prendre le dessus, une militarisation forcée par la répression féroce du régime, forcée par le fait que la mobilisation dans les places publiques, dans les rues, était devenue de plus en plus difficile, et les défections au sein de l'armée du régime a également contribué à cette militarisation-là, avec un sentiment qui s'est installé chez une catégorie des Syriens, que le régime Assad n'est pas un régime qui va tomber juste par action pacifique, il faut peut-être prendre les armes. Cela a suscité beaucoup de débats, des gens pour, des gens contre, mais la réalité sur le terrain s'est imposée. Donc la première phase s'est achevée, à mon avis, en août 2011, et on est passé à la deuxième phase, celle d'une lutte armée contre le régime, qui va en parallèle avec la mobilisation pacifique, avec des manifestations qui ont eu lieu dans moins en moins de localités, sauf à la fin de cette année, il va y avoir une mobilisation généralisée, mais avec des petites manifestations et non plus des grands rassemblements, et avec le réveil d'une certaine société civile qui va essayer de se mobiliser. Il y aura des conseils locaux dans des zones libérées par la rébellion armée, il y aura des comités élus, et un nouveau laboratoire politique aurait pu émerger dans certaines régions du pays si la répression n'allait pas devenir encore plus féroce. Donc la deuxième phase qui avait commencé en septembre 2011 va s'achever en juillet 2012, et là on passe à la deuxième phase. Pourquoi juillet 2012? Parce qu'en juillet 2012 et en août 2012, il va y avoir, et c'était toujours une coïncidence, l'été était le point où les choses changeaient, en 2012, cet été-là, il va y avoir 2 grandes batailles, une à Alep et l'autre à Damas. À Damas, l'opposition n'a pas réussi à contrôler les quartiers sud qu'elle souhaitait contrôler, mais elle va contrôler une partie de la périphérie de la capitale, de même que les routes, les faubourgs de cette capitale-là et d'autres localités et d'autres régions
régions autour de la capitale, et elle va contrôler une partie d'Alep, à peu près la moitié de la ville, et la campagne de la deuxième ville de la Syrie. Donc ça c'était d'un côté. De l'autre, été 2012 va connaître le premier funérail d'un combattant de Hezbollah tombé en Syrie. Donc ça montrait déjà que le parti chiite libanais était mobilisé par l'Iran pour aller soutenir Assad. Donc c'est l'arrivée qui va être au début lente, mais après qui va devenir en masse des combattants chiites pro-régime mobilisés par l'Iran, du Liban comme de l'Irak, et plus tard de l'Afghanistan. Été 2012 aussi, c'est les premiers rapports sur des djihadistes sunnites qui rentraient dans le pays. Au début, ils étaient plus proches du front al-Nusra, du mouvement Ahl al-Sham. Daesh, ou l'État islamique, n'existait pas encore. Donc cet été-là va connaître beaucoup d'enjeux. C'est également l'été où certaines forces politiques kurdes, avec la militarisation, commençaient à prendre des distances de la révolution syrienne, à être peut-être à mi-chemin entre cette révolution-là ou cette opposition et le régime. Donc cette deuxième phase va débuter avec ce deuxième été, et elle va se prolonger avec de plus en plus d'arrivées de combattants du Hezbollah et des milices chiites irakiennes, soutenues par l'Iran, mobilisées par l'Iran, avec de plus en plus d'armes envoyées par la Russie pour soutenir le régime qui était en train de perdre des régions face à l'opposition armée. Cette opposition-là était surtout constituée de l'armée syrienne libre, mais également de groupes islamistes indépendants, différents des djihadistes, et je ferai une distinction rapide un peu plus tard entre islamistes et djihadistes. Et elle va s'achever cette deuxième phase avec le troisième été, qui est un été terrible, tragique, et qui va changer la configuration de la cause syrienne. C'est août 2013, avec l'attaque chimique sur la route de Damas, une attaque qui va tuer en quelques heures plus de 1400 civils syriens, des femmes, des enfants, des hommes, qui étaient dans plusieurs localités, dans les routes orientales comme occidentales de la capitale. Et cela était en soi un tournant parce que l'administration américaine avait émis une seule condition, ou bien une seule ligne rouge. Si jamais cette ligne rouge est franchie, les Américains évoquaient une intervention, sauf que cette fois, cette ligne rouge a été franchie et rien n'a été fait. Non seulement ça, on est passé à un concept pervers dans le droit international, c'est-à-dire si un régime ou une autorité ou une entité commet un crime contre l'humanité, et si elle rend l'arme de crime après avoir commis ce crime-là, rien ne se fait. On peut normaliser, on peut même l'inviter à négocier comment rendre l'arme de crime, et donc on la réhabilite dans un sens au niveau des relations internationales sans qu'elle subisse un châtiment, sans qu'il y ait des tribunaux, sans qu'il y ait une intervention, et cela a donné à Assad un sentiment d'impunité et en même temps a montré aux Syriens qu'ils sont encore plus abandonnés par la communauté internationale et que tout espoir qu'ils avaient que certaines lignes rouges ne seraient pas franchies était juste une illusion. Et c'est à ce moment-là aussi qu'une certaine forme de nihilisme guerrier, une certaine forme de djihadisme va se développer, surtout qu'entre-temps, Daesh a été créé. Daesh a été créé officiellement en avril 2013. Ces combattants ou ces dirigeants étaient à majorité irakiens. Ceux qui étaient rentrés déjà en Syrie, les djihadistes que j'avais évoqués tout à l'heure pour rejoindre al-Nusra ou bien Ahl al-Sham, vont dans leur majorité quitter ces deux formations pour devenir membre de Daesh, et Daesh va s'imposer comme un troisième acteur sur la scène syrienne. Elle ne fait pas partie de l'opposition. Les djihadistes de Daesh, et ça c'est la distinction entre djihadistes et islamistes, les djihadistes ne sont pas concernés par la territorialité d'un conflit, par sa temporalité, ils ne sont pas concernés par les causes nationales, telles la cause syrienne par exemple, celle d'un changement de régime, celle d'une construction d'une nouvelle Syrie. Ce qui compte pour eux, c'est la question ou la cause du djihad, celle de l'islam, entre guillemets, qui doit être défendue, qui doit être promue, là où cela est possible. Évidemment, leur islam, leur compréhension de l'islam, ils peuvent se battre en Afghanistan comme ils l'ont fait, ils peuvent se battre en Irak comme ils l'ont fait, ils se battent en Syrie, d'ailleurs ils n'appellent même pas la Syrie, mais Sham, c'est-à-dire le Levant, Bilad Sham, ils ne reconnaissent pas les entités territoriales et politiques, donc
les djihadistes de l'État islamique vont commencer à monter en puissance en Syrie après l'Irak, et certainement le crime chimique commis va leur donner plusieurs arguments face à une population civile qui se sent de plus en plus désarmée, de plus en plus abandonnée, et donc c'était un coup terrible pour les Syriens en général, pour la révolution syrienne et pour la cause syrienne en soi. Le débat à ce moment-là était très important aussi, et non seulement la question chimique était importante, mais même le fait que le régime, déjà depuis fin 2012 et tout au long de 2013, intensifiait son bombardement aérien des zones qui échappaient à son contrôle. Donc certains disaient oui, mais quelle est l'alternative au régime? Oui, mais que peut-on faire pour aider l'opposition? Oui, mais quelle opposition? Oubliez que la politique du régime à ce moment-là, sous conseil iranien et sous conseil russe, était de rendre la vie impossible dans les zones contrôlées par l'opposition. De rendre la vie impossible au niveau des services, au niveau du bombardement quotidien, au niveau de la mort qui allait s'abattre sur les gens du ciel, au niveau du fait qu'aucune ligne rouge n'allait protéger les conseils naissants où une certaine démocratie locale aurait pu se développer. Rien ne protège les hôpitaux, rien ne protège les médecins, les infirmiers qui essaient de travailler, les militants de la première heure qui vont se retrouver de plus en plus poussés vers l'exode, poussés vers le départ, soit vers la Turquie, soit vers le Liban, soit vers la Jordanie, avec les centaines de milliers de Syriens qui vont partir également. Et cet été-là, 2013, avec le fait de l'attaque chimique et puis du refus catégorique par les Américains de permettre à l'opposition syrienne d'avoir des missiles sol-air pour faire face à l'aviation, va encourager évidemment pas dans le bon sens, mais va pousser de plus en plus de gens de partir, prendre le risque de prendre la mer et de se noyer dans la mer Méditerranée qui commençait à devenir une fosse commune pour essayer d'arriver en Europe. Tout espoir de pouvoir rester à l'intérieur et être protégé par un droit international était en train de s'effondrer, d'où l'effet tragique et pervers de cet été-là, 2013, et de ce qui va suivre. Parce que le régime, quand il a rendu l'arme chimique, ou ce qu'il a prétendu avoir rendu cette arme-là, et il faut rappeler que Bachar al-Assad, juste avant l'attaque chimique, avait nié que son régime était en possession du gaz sarin, qui était déjà évoqué à 2 reprises dans la ville de Homs, déjà en fin 2012, et puis dans le quartier de Joba à Damas, en mai 2013, quand des journalistes du monde avaient amené même des échantillons en France pour montrer qu'il y a eu un usage, mais à petite dose. Le régime avait nié catégoriquement la possession du gaz sarin, et puis juste après l'attaque chimique, 21 août 2013, il a accepté de rendre aux Nations Unies 1400 tonnes de gaz sarin. Et à partir de ce moment-là, il s'est senti libre d'utiliser d'autres armes et de commettre d'autres crimes de guerre, notamment les barils explosifs qui vont commencer à s'abattre sur les gens à Alep, à Adlib, dans les 2 routes de Damas, à Draa au sud du pays, dans la majorité des zones libérées de l'occupation de ce régime-là. Les barils explosifs sont des armes primitives qui ne coûtent pas très cher, mais qui font des dégâts terribles, parce que c'est un baril on le remplit d'explosifs, mais on le remplit également de métaux, de clous, parfois de gaz, chlore, de tout. Et il tombe sans aucune précision militaire, évidemment. Il ravage des quartiers entiers. Et si vous voyez la quantité de vidéos qui montrent sur YouTube, sur Dailymotion ou autres, les gens qui regardent le ciel et puis qui commencent à courir, parce qu'ils voient le baril qui tombe, il est là, on n'arrive pas tout de suite. Mais son explosion ne donne pas souvent la possibilité à ceux qui l'ont vu de pouvoir s'échapper ou de prendre leurs enfants. Donc des bâtiments vont commencer de plus en plus à s'écrouler sur les têtes des gens et les crimes de guerre vont devenir le quotidien des Syriens. Ça va continuer tout au long de 2013 comme ça, et entre-temps, les accrochages ou les combats entre Daesh et le régime vont être rares, voire inexistants. Il y aura 2 ou 3 accrochages seulement, au nord d'Alep, dans l'aéroport de Mener. Il y aura quelques accrochages à Deir ez-Zor, et il y aura d'autres quand Daesh a essayé de trouver refuge ou de contrôler certaines régions autour de Damas. Mais pour le reste, le régime bombardait surtout et presque exclusivement les zones contrôlées par l'opposition. 4e été, donc après été 2011,
militarisation, été 2012, arrivée des milices chiites pro-régime de quelques djihadistes, les batailles de Damas et d'Alep et l'usage de plus en plus de l'aviation. Après, été 2013, l'attaque chimique. Voilà que l'été 2014 va être aussi un tournant avec la création de l'État islamique. Baghdad, il va proclamer le califat, le retour du califat à partir de Mossoul en Irak. Son califat va s'étendre sur plusieurs zones en Syrie également, notamment les zones autour du fleuve l'Euphrate, c'est-à-dire Raqqa et Deir ez-Zor. Il y aura des combats acharnés avec l'opposition syrienne, que ce soit l'armée syrienne libre ou les formations islamiques de cette opposition. Daesh va réussir à les chasser de Deir ez-Zor et de Raqqa. Par contre, ils vont réussir à chasser Daesh et les cellules de Daesh de Idlib et de la région ouest de la campagne d'Alep, de même que des quartiers est de la ville d'Alep même. Donc Daesh sera juste à l'est du pays, dans une zone qui est surtout désertique, dans une zone qui, au niveau de sa sociologie, est constituée dans plusieurs de ces villages de composants tribales, et ils vont contrôler une zone qui n'est pas très peuplée, mais qui est stratégique et qui est autour du fleuve l'Euphrate et qui sera la continuité en fait territoriale vers l'Irak où est leur base militaire et leur base politique solide. Pour beaucoup de Syriens dans cette zone-là, Daesh apparaissait comme un phénomène d'occupation étrangère. Les chefs de Daesh sont dans leur majorité irakiens, tchétchènes, tunisiens, saoudiens. Et puis il va y avoir l'arrivée massive d'Européens, de Français, pas seulement de Français d'origine arabe ou d'origine africaine subsaharienne, mais de Français convertis, d'Antillais. Ils vont faire parfois la police, ils vont faire, mais en beaucoup plus violent, tout ce que certains policiers peuvent leur faire ici en France ou ailleurs en Europe. Ils vont aller là-bas se montrer puissants, en quête de virilité, en quête d'autorité. Et donc pour beaucoup de Syriens à l'est du pays qui sont anti-Assad, Daesh aussi était un cauchemar et une occupation qui apparaissait presque étrangère, sans nier que Daesh avec le temps a certainement pu recruter des jeunes de la population locale. Juste imaginer un jeune qui avait 11 ans en 2011, qui a aujourd'hui 17 ans ou 18 ans, sans aucune perspective, sans horizon, il peut facilement être séduit ou attiré, ou par opportunisme, ou par besoin, même par un salaire, de rejoindre Daesh ou d'autres groupes. Donc, il y a beaucoup de phénomènes, beaucoup de facteurs qui vont maintenir Daesh dans cette région-là, et le régime, en plus, ne va pas l'inquiéter pendant très longtemps. Mais à cet été-là, suite à la création de l'État islamique, donc ce quatrième été, ce sont les États-Unis d'Amérique qui, après de longs discours, refusant et rejetant toute intervention, ils vont intervenir militairement. Après la décapitation d'un journaliste et d'un activiste humanitaire américain par Daesh, ils vont intervenir militairement contre Daesh. Ils vont commencer à bombarder Daesh à Raqqa et à Deir ez-Zor. Et en bombardant Daesh, beaucoup également d'observateurs, beaucoup d'opposants syriens, beaucoup de chercheurs, d'hommes politiques, leur ont demandé, puisque vous êtes déjà dans le ciel syrien et vous êtes en train de bombarder Daesh, pourquoi vous n'imposez pas, durant votre bombardement, une interdiction au régime syrien de continuer à bombarder les civils syriens? Et c'était possible. Rien n'a été fait de tout cela, et le régime bombardait certaines zones du pays, les Américains bombardaient d'autres, et la situation devenait de plus en plus difficile. La montée en puissance des groupes islamistes va se confirmer, et pas seulement évidemment des djihadistes. L'arrivée massive des djihadistes chiites ou des combattants du Hezbollah et des milices chiites irakiennes, et puis afghanes, Hazara, mobilisés par l'Iran, va s'intensifier, et le logiciel communautariste, sectaire, chiite, sunnite, va commencer malheureusement à régner dans certains milieux. Donc beaucoup de choses vont changer après ce quatrième été dramatique, été 2014. Vient l'été 2015, encore une fois, un tournant et une catastrophe pour les Syriens. Parce que le 30 septembre 2015, malgré tout l'appui iranien, malgré la présence de dizaines de milliers de combattants du Liban, de l'Irak, de l'Afghanistan et des officiers iraniens qui soutenaient le régime, il était quand même en train de perdre du terrain et il ne contrôlait que 19
à peu près ou 20% du territoire syrien. Bachar al-Assad lui-même avait reconnu dans une conférence de presse en juin qu'il n'avait plus les ressources humaines pour combattre sur tous les fronts. Et c'est à ce moment-là, le 30 septembre, que Vladimir Poutine décide d'intervenir militairement directement en Syrie. Il avait déjà commencé son intervention avec l'envoi massif des armes, avec la présence d'officiers et de consultants militaires russes sur le terrain. Mais le 30 septembre, donc 5e été, ça va être la campagne russe de bombardement qui va ravager des zones entières et qui va aboutir l'été 2016 au début de la bataille d'Alep. Donc le 6e été fatal pour les Syriens, c'est l'été 2016, avec après presque un an de bombardement russe, il y aura la grande bataille d'Alep qui va mener à la chute des quartiers Est et une partie de sa campagne. Puis le régime va réussir, soutenu ou épaulé par les Iraniens, Hezbollah et autres, à progresser aussi sur plusieurs fronts. Et tout le rapport de force va changer en Syrie. Depuis l'intervention russe, je pense que la chute du régime est devenue impossible, pour le dire comme ça, même si c'est très pessimiste, mais depuis cette intervention russe, la chute du régime d'une manière militaire est devenue quasiment impossible. Qu'est-ce qui a changé depuis? Depuis, il y a eu aussi, durant ce même été fatal 2016, le coup d'État manqué en Turquie contre Erdogan. La Turquie qui était presque le seul soutien ferme de l'opposition, pas par amour à la cause démocratique du peuple syrien, non, tous les acteurs régionaux, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, qui ont soutenu l'opposition avaient leurs propres intérêts, leurs propres priorités. Les monarchies du Golfe sont loin d'être des modèles de démocratie et de droits de l'homme. Tout ça, on le connaît. Mais ils avaient des intérêts, c'est-à-dire bloquer les Iraniens qui sont en expansion dans le Moyen-Orient depuis 2003, qui contrôlent l'Irak à travers le gouvernement de Bagdad, qui contrôlent la Syrie à travers Assad, ou une partie de la Syrie depuis la Révolution, et qui ont un allié très fort au Liban, qui est le Hezbollah, qui contrôle presque le pays. Donc cet arc iranien-là, qui s'étend de Téhéran vers la Méditerranée, voire vers la frontière israélienne que les Iraniens utilisaient pour dire aux Israéliens, si vous attaquez notre programme nucléaire, on a les moyens de riposter à travers nos alliés. Pour freiner cette expansion iranienne, les monarchies du Golfe ont soutenu l'opposition. La Turquie avait ses propres intérêts, ses propres priorités, c'est sa frontière directe. Il y a la question kurde qui l'alarme. Ils ne veulent pas que l'autonomie que les Kurdes souhaitaient imposer au nom du pays soit une réalité avec une continuité territoriale. Il y a aussi la crainte plus tard de Daesh qui a commencé à opérer à l'intérieur du territoire turc. Et puis il y a l'échiquier régional où la Turquie est une puissance quand même qui ne veut pas que l'Iran monopolise le contrôle. Suite au coup d'État qui n'a pas réussi à Ankara, la Turquie a commencé à se repositionner. Ils se sont sentis trahis par les Américains, par les Occidentaux, qui n'ont pas condamné d'une manière claire la tentative de coup d'État. Ils avaient demandé à plusieurs reprises aux Américains des zones d'exclusion aérienne ou des zones tampons dans le nord du pays. Obama avait refusé. Ils ont considéré que les Russes vont être les gagnants dans l'affaire, donc il vaut mieux se repositionner, se rapprocher des Russes, en attendant les résultats des élections américaines. Ce rapprochement à la fin de 2016 entre Russes et Turcs a créé une nouvelle réalité sur le terrain. Les monarchies du Golfe étaient déjà piégées dans la guerre au Yémen, donc devenaient de plus en plus influents. L'Europe, qui n'était pas très influente déjà, va être encore moins présente dans le conflit syrien, vu la montée des extrêmes droites, vu la montée d'un discours qui voulait normaliser déjà avec Assad, vu ceux qui faisaient la gloire ou l'éloge à Vladimir Poutine, pour différentes raisons, la crise des réfugiés, les crispations identitaires, Daesh qui a opéré en France à plusieurs reprises, et les Français ou les Européens qui bombardaient en Irak et parfois en Syrie contre Daesh, c'était leur seule intervention. Il n'est resté véritablement que l'Iran, qui est très présent sur le terrain, la Russie, qui contrôle les airs, mais qui a également 2 grandes bases militaires maintenant, et qui mène le jeu diplomatique, et les Turcs qui ont voulu se repositionner en se rapprochant aux Russes et en intervenant directement, militairement. Après avoir presque abandonné Alep, ils sont intervenus dans le nord du pays pour d'un côté empêcher la continuité territoriale entre 3 zones de contrôle turc, Afrin, Kobani et Jazira al-Hasake, et pour repousser l'État islamique loin de leurs frontières.
Aujourd'hui, cela se poursuit avec une course vers Raqqa, qui est une ville clé dans la zone contrôlée par Daesh, une course entre l'opposition syrienne soutenue directement par l'armée turque d'un côté, les milices kurdes appuyées jusqu'à maintenant, mais ça peut changer, par l'aviation américaine de l'autre, et le régime syrien, Hezbollah, appuyé par l'aviation russe sur un troisième front. Donc, les négociations qui se déroulent, et là c'est le deuxième point et je vais conclure, les négociations aujourd'hui qui se déroulent sont loin d'être des négociations qui répondent aux espoirs des Syriens. Le pays est occupé, et pour beaucoup de Syriens, il peut s'agir parfois, dans le futur, de résistance contre une occupation. Mais malheureusement, ce qui s'est passé avec le repositionnement turc, c'est que cette résistance, disons, n'est pas pour le moment possible. Pour différentes raisons, et je pense que Shihab va parler de la situation à Alep, à Idlib, qui explique un peu la recomposition du paysage militaire et politique de l'opposition sur le terrain. Il y a aujourd'hui des opérations militaires tristes mais intéressantes politiquement sur la frontière jordanienne qui montrent une volonté de certains groupes de l'opposition là-bas de se démarquer du contrôle jordanien qui avait, sous demande américaine, gelé le front du Sud pendant plus d'1 an. Donc ils essayent de dire qu'on ne souhaite pas être des victimes d'un rapprochement jordanien-russe comme on l'a été suite au rapprochement turc-russe, mais c'est très risqué parce qu'ils peuvent perdre militairement. Il y a des négociations qui tournent autour d'une transition sans la définir, dans laquelle Assad n'est plus une priorité pour les Turcs. Il ne paraît pas être non plus avec l'administration Trump, comme ça l'a été sous l'administration Obama, une priorité son départ non plus. Avec une Europe divisée, pour le moment il n'y a que l'actuel président français. On peut être très critique sur tout si vous voulez, mais par rapport à la Syrie, il y a eu une position très constante concernant Assad et la nécessité de son départ. Pour le reste, il n'y a plus une voix internationale qui parle de la nécessité de mettre fin au règne d'Assad qui dure depuis 1970. 47 ans maintenant, père et fils. Probablement, vous avez tous vu le dernier rapport de Amnesty International sur les 17 000 exécutions et morts sous la torture dans la seule prison de Saïdnaï à Damas, avec une moyenne estimée par Human Rights Watch, par Amnesty, par beaucoup de centres de documentation syriens sur les violations des droits de l'homme, estimée à 30 morts par jour. Non, pardon, à 10 morts par jour. 10 prisonniers succombent à la torture, à la malnutrition et parfois ils sont exécutés directement ou à la famine par jour. Donc, on parle de à peu près 200 000 disparus. Et seuls 65 à 70 000 sont identifiés ou on espère qu'ils sont toujours vivants dans les camps de concentration et de détention qui sont sur place. Les autres, il y a très peu d'informations sur leur sort. En plus, il y a aujourd'hui des centaines de milliers de Syriens qui sont toujours dans des zones assiégées, dans des enclaves. Il y a le quartier de Wara à Homs, il y a les 2 routes à Damas, il y a certains quartiers même sur la périphérie de la capitale. Il y a des zones à Deir ez-Zor. Il y a plusieurs zones dans le pays où la population civile est privée de nourriture, d'eau, de médicaments, d'alimentation, de plein de choses. Et il y a une résolution onusienne à ce sujet-là que les Nations Unies n'évoquent pas. Le scandale des négociations actuelles, même si beaucoup de Syriens espèrent qu'il y ait un aboutissement, c'est que ni la question des prisonniers, des détenus, des disparus, de ceux qui sont sous la torture, n'est évoquée, ni la question des sièges n'est évoquée. On parle d'un cessez-le-feu, et tant mieux, il doit y avoir un cessez-le-feu pour que les gens puissent respirer, puissent vivre, mais sans qu'il y ait, sans une mise de manière très claire de la responsabilité de tous les acteurs qui soutiennent le régime, de la question des sièges, de la famine, de la torture, c'est une catastrophe. Et moi je pense qu'aujourd'hui, notre priorité comme citoyens, comme gens de gauche, comme des gens de ce monde-là, c'est de parler de la nécessité de trouver des mécanismes pour rendre justice aux Syriens. Si on n'est pas capable de faire chuter Assad, s'il y a des enjeux avec Poutine, avec les Iraniens, avec un Trump qui délire et qui n'a aucune vision politique pour le moment, et qui de toute façon
représente les intérêts américains, en plus dans une logique d'extrême droite américaine. Ce qu'on peut faire comme citoyen, c'est de rendre la normalisation dans les pays où nous sommes très difficile, c'est de continuer à parler de ces crimes de guerre, de ces crimes contre l'humanité, de la nécessité de refuser que l'impunité soit l'ordre du jour en Syrie comme dans le Moyen-Orient. Cette région du monde connaît depuis des décennies une impunité aux criminels, à l'occupation. Ça a commencé en Palestine avec une impunité totale à l'occupation israélienne. Ça s'est poursuivi avec les régimes de dictature dans la plupart des pays arabes et les pays du Moyen-Orient. Ils commettent des crimes, mais s'il y a des intérêts, on normalise avec eux. Et on dit, oula, s'ils chutent, il y aura les islamistes. C'est pas nouveau. Et c'est incroyable que personne ne veut apprendre des mêmes leçons et des mêmes catastrophes et des mêmes cas de figure. Moubarak a dit ça pendant 30 ans, soit moi, soit les islamistes. Assad, père, l'a dit depuis 1980, depuis les fameux massacres à Palmyre et puis à Hama en 82, où des dizaines de milliers de gens sont morts, soit moi, soit les islamistes. Kadhafi l'a dit, et certains maintenant regrettent Kadhafi, parce que la Libye c'est le chaos. Ils oublient que même Kadhafi, sous Kadhafi, il y a eu Lockerbie, l'avion qui a été abattu, un type qui avait un avion et puis qui paye $1 milliard de l'argent du peuple libyen pour les indemnités des familles des victimes de son propre attentat. Donc, ce genre de régime-là, qui ont été impunis pendant des décennies, à Assad aujourd'hui, qui est responsable de la mort de centaines de milliers de Syriens, du déplacement interne de 7 millions, de 6 millions de réfugiés à l'extérieur du pays, sur 23 millions, donc 13 millions de Syriens ne vivent pas chez eux sur 23 millions de Syriens. N'en parlons pas des handicapés, des morts évidemment, de tous ceux qui ont subi toutes sortes de chocs terribles. Et il y a des responsables qui osent dire qu'on peut normaliser avec lui parce qu'il y a des islamistes en face, parce qu'il y a des barbus. Donc, ce genre de logique, s'il continue, quel est le message qu'on envoie aux Syriens et avant tout aux Palestiniens, aux Irakiens, aux Yéménites, aux Libyens? C'est que le droit international, les conventions de Genève, la charte des droits de l'homme, tous les acquis de l'humanité ne vous concernent pas. Vous n'êtes pas suffisamment blanc pour être respecté. Vous méritez ce qui vous arrive si vous vous revoltez. Si vous voulez marcher la tête haute et si vous voulez réclamer la dignité, la mort va s'abattre sur vous. Et désolé, on ne peut rien faire s'il y a des gens encore méchants que nous qui peuvent nous menacer et qui peuvent profiter de tout ce qui se passe. Donc c'est exactement le message qui nourrit Daesh, qui nourrit les groupes comme Daesh, qui nourrit le nihilisme guerrier, qui nourrit ce que certains appellent radicalisation. Le terme, à mon avis, n'a aucun sens direct, parce qu'il peut être interprété différemment. C'est le message aussi qui se répète du côté de Daesh, c'est parce que nous sommes tels et tels qu'on est bombardés, tués, etc. Donc pour mettre fin à ce cercle vicieux, je pense que notre responsabilité, c'est de toujours rappeler qu'il y a tous ces crimes-là, la torture dans les prisons, les disparitions, le déplacement des gens, le déplacement forcé, le bombardement avec les barils, et tout ça est documenté, tout ça on le voit. On ne peut pas dire comme ce fut le cas au Rwanda quand le génocide a eu lieu, parce que la Syrie, c'est vrai, c'est pas le seul drame de l'histoire, il y en a eu plein avant. Rwanda, il n'y avait pas le direct qu'on voit aujourd'hui de la Syrie. On était un peu en retard, bien qu'il y avait beaucoup de choses à faire, évidemment il y avait beaucoup de responsabilités, mais c'était rapide en 70 jours, en 80 jours. Là, ça fait 6 ans déjà. La Yougoslavie, on a dit oui, mais c'était trop tard, il y a eu une intervention après. La Tchétchénie, il y a eu plein de cas. Donc ceux qui disent jamais après ou plus jamais, ça n'a aucun sens avec 6 ans en Syrie. On est en train de voir et on est en train de documenter depuis 6 ans tout ce qui se passe. Et il y a toujours des gens, dans un négationnisme, dans une arrogance, dans un mépris du peuple syrien, qui disent oui, mais qui prouve que tout cela est vrai? Oui, qui prouve que cette vidéo est en Syrie? Oui, mais qui prouve que les Russes ont tué des civils? Oui, mais c'est la propagande. Oui, mais ça c'est les gens qui disent ça pour provoquer une intervention. Une insolence par rapport aux Syriens, un mépris des Syriens. Donc on préfère croire à ce qu'évoque la fachosphère sur le net. On est prêt à prendre au sérieux ce que disent Sputnik News et Russia Today et le Kremlin. Et on ne veut pas croire toutes les organisations de droits de l'homme, tous les Syriens,
tous ceux qui vivent sous les bombes, et ils sont connus. Chaque Syrien dans cette salle a une personne qui est soit morte, soit en prison, soit déplacée, soit torturée. Tout ce monde-là, on ne l'a pas cru, on ne l'a pas vu, on l'a méprisé. Je parle de ceux, évidemment, qui refusent de voir en face ce qui se passe pour se mobiliser, ou bien qui veulent, pour ne pas être engagés, éthiquement ou politiquement, dire oui, mais c'est très compliqué, ou bien oui, mais cette région connaît depuis toujours des conflits, donc on ne peut rien faire. Ben non, cette région, oui, elle connaît depuis des décennies maintenant des conflits, parce qu'il y a des enjeux, et parce qu'il y a une volonté de dire aux gens de cette région que ce qui nous rassemble au niveau de l'humanité ne les inclut pas. Et je pense que ça, c'est un message extrêmement dangereux auquel il faut faire face, et je vous remercie. Merci Ziad. Comme ça. Merci Ziad. On va passer maintenant au petit film, au métrage. C'est toi qui a fait l'interview. Tu veux le présenter ou en 2 mots? Merci Ziad. C'est un petit film été fait avec un membre de la conseil local d'Alep, après le chute d'Alep. J'ai posé des questions à lui pour dire comment il est formé le conseil local d'Alep et comment il a travaillé avant le chute d'Alep et où maintenant il travaille et pour qui il travaille et pour raconter aussi l'histoire de la chute